Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Le présumé meurtrier de la dame Khadisei déféré au parquet de Diourbel, Cheikhna Diop, devrait faire face au procureur aujourd'hui après avoir bénéficié d'un retour de parquet. Contre le report des élections locales, un allié du président de la République appelle au respect du calendrier électoral. Le président de Synergie républicaine demande l'installation de délégations spéciales dans les collectivités territoriales. Le dossier du jour sur la sortie de la société civile appelant à la tenue des élections locales au plus tard le 28 juin 2020. Majorité, opposition et non alignés totalement en désaccord avec Moundiaï Cissé et ses pairs. Nous nous rendrons également au palais de justice de Dakar où les auditions de l'affaire Petro-Tim se poursuivent. Le dialogue national et les blocages notés pour son démarrage. On en parle d'un point de vue à partir de 12h30 et les actualités internationales, Barthélémy Ngom. Au Mali, avec cet appel à l'unité du président Ibrahim Boubacar Keïta pour la première fois depuis l'attaque de vendredi qui a visé le camp militaire d'Indélimane, le président malien s'est adressé à la nation via la télévision nationale. Le cœur meurtri, il a fait part de la gravité de la situation que vit le Mali. Il appelle à nouveau à une mutualisation des forces et des efforts pour vaincre l'ennemi. L'ennemi, les terroristes qui depuis quelques mois opèrent au Burkina Faso. Des hommes armés ont attaqué et tué le député maire de la ville de Djibo. Il se rendait à Ouagadougou lorsque son véhicule a été attaqué. 3 autres passagers sont morts avec lui. Djibo est au bord de l'état de siège. C'est officiel, les États-Unis quittent l'accord de Paris sur le climat. La lettre de sortie a été adressée à l'ONU hier, mais le retrait sera effectif 1 an après la notification en clair le 4 novembre 2020, au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Développement à partir de 12h15, les sports, Cheikh Tidiane Diagne. Sadio Mané, ballon d'or sénégalais, l'attaquant de Liverpool, se succède à lui-même. L'Association nationale de la presse sportive en a décidé ainsi ce matin au cours de sa traditionnelle cérémonie de dépouillement. Génération Foot joue sa survie en Afrique. Battu à domicile 1-0 par SCIA, les Grenats vont tenter de renverser la tendance à Cotonou lors du dernier tour, ou alors lors du dernier match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Match prévu à partir de 15h. Vous entendrez les dernières nouvelles concernant bien entendu l'équipe sénégalaise. Et puis début ce soir des 8e de finale de la Coupe du Monde U17. Le Nigeria, 5 fois détenteur du trophée, croise à 23h les Pays-Bas. Le Sénégal joue demain contre l'Espagne. À la technique de ce grand journal, il y a Abou Cham à la présentation et toujours avec un immense plaisir Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Je le disais dans les titres, le présumé meurtrier de la dame Khadisei déféré au parquet de Diourbel depuis hier. Cheikhna Diop a avoué son crime devant les enquêteurs. Il devrait faire face incessamment au procureur. Cheikhna Diop aurait poignardé à mort Khadisei il y a de cela quelques jours. Les faits se sont déroulés à Touba. Les auditions de l'affaire Petro-Tim devant le doyen des juges aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et le coordonnateur du Forum civil Birahim Seck en direct du palais de justice de Dakar. Mamadou Amar Dione, bonjour. Bonjour Binta Diallo. Que peut-on retenir, Mamadou? Oui, c'est à 9h30 que Birahim Seck, le coordonnateur général du Forum civil, est arrivé. Après 55 minutes face au juge d'instruction, Birahim Seck est sorti à 10h25, l'air décontracté. Il a déclaré que le dossier est simple et qu'il y a assez d'éléments pour que la justice éclaire l'opinion publique sur l'affaire Petro-Tim. Au-delà de cette affaire, Birahim Seck a réitéré la nécessité pour le gouvernement de faire dans la transparence concernant les contrats pétroliers et gaziers. Il a même salué l'appel d'offres qui a été lancé sur les 12 blocs. Abdoul Mbaye, en costume, est déjà dans le bureau du doyen des juges à 10h30. Il est entré dedans et il est toujours dans le bureau de Samba Sall. Nous faisons d'ailleurs le pied de grue, Binta Diallo, pour tenter de recueillir sa déclaration après sa sortie, s'il décide bien sûr de s'exprimer. Binta Diallo, Mamadou Amar Dione, du palais de justice de Dakar pour la radio. Mamadou Amar Dione, merci. Les auditions de l'affaire Petro-Tim ont démarré hier avec Babacar Mbaye-Ngaraf, le journaliste Moudban et le secrétaire général du mouvement politique Tekki et Mamadou Lamine Diallo. Vous suivez le grand journal à 12h05. RFM
l'actualité politique. Le président de Synergie républicaine, un parti de la mouvance présidentielle, se dit contre la prorogation du mandat des élus locaux suite au report des élections locales qui devaient se tenir le 1er décembre prochain. Mohamed Moustapha Diagne demande l'installation de délégations spéciales dans les collectivités territoriales. Le voici avec El Hadj Ndiogou Diène. Il ne faudrait pas que les uns et les autres profitent du dialogue pour séjourner dans les pouvoirs locaux. J'ai comme l'impression que certains voudraient profiter de ce dialogue-là pour conserver le pouvoir local, alors que leurs mandats sont terminés. Maintenant, si à l'évidence on se rend compte que ce dialogue-là va encore durer pendant une année, à partir de ce moment-là, si les républicains disent qu'il faut enlever les directions locales et les remplacer par des délégations spéciales, puisque nous allons vers des compétitions. Et plus ils vont séjourner au pouvoir, plus ils vont chercher à accumuler des moyens pour préparer les élections. Mais est-ce qu'il est réellement possible de mettre des délégations spéciales dans toutes les collectivités territoriales du pays? Non, mais bien sûr. À partir de ce moment-là, c'est le gouvernement qui choisirait parmi, par exemple, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les administrateurs civils, tout simplement des délégations qui vont gouverner ces côtés. Il est tout à fait possible. Je pense que c'est 555 collectivités. Je pense si je me trompe. Donc, il est tout à fait possible de trouver 555 directions pour remplacer les actuels conseils municipaux et départementaux. La société civile contre le non-respect du calendrier républicain face aux journalistes. Moundiaye Cissé et ses pairs l'ont clairement fait savoir. Ils veulent la tenue des élections locales au plus tard le 28 juin 2020. La majorité, les non-alignés et l'opposition siégeant au sein du dialogue politique sont en total désaccord avec la société civile. Certains parlent même de sortie désastreuse. Dossier du jour, Papa Balagui. Une sortie désastreuse, c'est ce que qualifie le pôle de la majorité suite à la nouvelle position d'une partie de la société civile. Pour Benoît Sambou, aucune date ne peut être fixée sans pour autant qu'il y ait consensus autour du dialogue politique après le report des élections locales. Sur la base du consensus qui a été arrêté par la classe politique, dont est de la société civile au cours de nos échanges au sein de la commission du dialogue national, de prendre un décret pour reporter, sine die, les élections. Mais puisque la date n'est pas encore retenue et que le président de la République, Macky Sall, souhaite que ce soit aussi plus d'un consensus de la classe politique, effectivement, ils ne peuvent pas retenir une date. Mais c'est faire preuve vraiment de mauvaise foi que de vouloir vraiment jeter le discrédit et l'opprobre sur la classe politique, vouloir se dédouaner au prix de je ne sais quel principe. Comme s'il s'était passé le mot, le pôle de l'opposition ne passe pas par 4 chemins. Selon le porte-parole du jour, Abdussalam Bass estime qu'il faut au préalable prendre en charge les objectifs spécifiques retenus pour annoncer une nouvelle phase du dialogue politique. Mais si l'État avait pris les dispositions avec Famara Ibrahim Sagna, on peut atteindre une date. Mais présentement, rien n'est encore perdu. Voilà. Il suffit que les gens aient de la volonté pour aller de l'avant, commencer le processus. Comme ça, dès que le processus termine, donc on peut arrêter une nouvelle date. Mais pour le moment, nous, notre préoccupation, c'est ça. On n'a pas encore reçu de réponse de la part de Famara, ni aussi de réponse de la part du président de la République. Représentant du pôle des non-alignés, Déthié Faye ne veut pas trop s'avancer sur la question. Pour lui, l'installation du comité de pilotage reste une priorité. Le président de la République qui a pris sa responsabilité pour convoquer le dialogue national, face à cette situation, doit prendre toutes les initiatives nécessaires pour l'installation du comité de pilotage pour que nous puissions régler cette question. Parce que cette question d'évaluation du processus électoral et du fichier électoral, si cette question n'est pas réglée, il serait illusoire de pouvoir fixer une date et d'aller à des élections. Tous partagés sur la question, la majorité entend saisir le comité pour que pareille situation ne se reproduise. Des questions que nous traiterons au sein de la commission et nous mettrons tous ces gens-là devant leurs responsabilités. Dans tous les cas, toutes les parties sollicitent qu'une chose, un code consensuel à l'organisation d'élections apaisées à l'avenir. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
À Kaolack, entre accusations et contre-accusations, le président de la COMAF, le comité d'organisation des activités et manifestations de la Faïda, prend le contre-pied des petits-fils de Baye Niasse. Ces derniers ont déploré sur nos ondes l'absence totale des services de l'État dans les préparatifs du Gamou. Baye Mamoun Niasse au micro de Ibrahima Djamé. lépp engagement yi nga xam ne nii gouvernement bi jëloon nañ ko wax dëgg yàlla man maa ngi ci terrain bi mais mi ngi dox daal li nga xam ne bu continuer noonu fii ba gàmm gi. Je tiens à préciser que je suis sur le terrain et le constat est que tous les engagements pris par l'État à travers ses services sont en train d'être pris en charge à un rythme satisfaisant. J'ose estimer que si ça continue comme ça jusqu'à la fin de l'événement, il n'y aura aucun problème. Je me suis rapproché de toutes les commissions et on me renseigne que les engagements sont en train d'être respectés. Maintenant, s'il y a plusieurs organisations pour une seule activité, ça pose problème. Mais de toute façon, je parle en tant que président du comité d'organisation officiellement reconnu par le Khalife. Si d'autres parlent, cela ne m'engage pas du tout. boo xam ne nii moom la xalifa bi reconnaître officiellement muy jëflante gouvernement bi man ci làmmiñ boobu ci laay wax su fekkee keneen wax na nag wala ñeneen wax na wax dëgg yàlla man loolu engagé wu ma man en tant que président COMAF engagé wu tamit ki nga xam ne mooy xalifa Medina Baye muy Mawlaaya wa Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass loolu moom mën naa koo wax. La communication des chefferies traditionnelles sénégalaises en question, c'est parce que de plus en plus leur discours passe par des canaux nouveaux de communication. L'arrivée des réseaux sociaux et la problématique de la réception du message. Mohamed Ali Mouba a donné la parole à des spécialistes de la question et vous allez le voir. Il conseille avant toute adresse au grand public un petit débriefing avec des communicants. Comment communiquent nos chefferies traditionnelles? Le message est-il suffisamment préparé à l'avance? Les sorties passent-elles par le filtre des spécialistes de la communication ou bien le discours du guide est un discours d'un seul, non partagé, vertical? Docteur Massamba Gueye, oraliste, enseignant-chercheur. C'est rarement improvisé que ces chefs religieux-là sortent pour dire une parole sans un impact attendu. Le plus souvent, l'impact attendu est bien réel et ils connaissent la réaction de leur communauté face à tel type de parole. En tout cas, jamais les chefferies traditionnelles sénégalaises n'ont été autant exposées à la problématique de la communication de masse. L'arrivée de Facebook, WhatsApp, entre autres, a fini de faciliter le transport de plus en plus loin de leurs messages, avec une implication certaine, bien sûr, la réception de ce message. Ali Ndiaye est journaliste. C'est l'écosystème du monde de la communication qui a changé avec l'arrivée d'Internet. L'anonymat qu'offre Internet permet aux gens de dire à haute voix ce qu'ils disaient tout bas il y a naguère. Donc pour moi, c'est ça la grande différence. Mais bon, il y a toujours eu des sorties. Il y a eu toujours aussi des sorties à polémique. Mais les gens se contentaient avant d'en discuter dans les grandes places, au marché, dans les salons. Lorsque la communication traditionnelle interface guide de communauté fait place à la nouvelle communication avec de nouveaux outils, il y a lieu de faire attention. Docteur Massamba Gueye. Le discours, il change parce que de l'encodage au décodage du discours, le message, il n'est pas perçu de la même manière. C'est pourquoi, au lieu d'être sur une communication première traditionnelle, où le guide était là, la communauté était là, le discours restait entre le guide et la communauté. Ici, nous avons une double communication. Pour éviter toute méprise, il y a lieu, selon ces experts, de se réajuster et d'intégrer dans l'entourage de ces chefferies traditionnelles des cellules de communication, genre task force, à défaut éviter de faire face à des supports souvent non maîtrisés. Mohamed Ali Mouba, merci. Et en route vers le Maoulid, nous vous parlerons tout à l'heure de la Zawiya Seydi El Hadj Malick Sy, un édifice centenaire. Ce sera dans un instant. Les travailleurs de la Société des eaux observent un service minimum au niveau du réseau. C'est pour dénoncer leur non-implication dans l'attribution à Suez du marché de la distribution d'eau au Sénégal. Le coordonnateur de l'intersyndicale précise que ces restrictions n'ont rien à voir avec les coupures d'eau. Babangaom est joint par Amadou Sabarba. Ce n'est pas une grève, c'est dû au mouvement d'humeur que nous avons organisé le 31 octobre. Suite à la déclaration que nous avons faite pour les syndicats confondus, nous avons jugé nécessaire de faire une restriction, un service minimal. Le préavis de grève arrive en terme le
31 novembre 2019. Pour cela, avant que le préavis de grève ne vienne en terme, nous avons jugé nécessaire de faire le service minimum par rapport au mouvement d'humeur que nous avons observé. Non, tout le monde est en place, les gens travaillent, mais je pense bien qu'avec la période de forte chaleur, je pense que certaines zones sont desservies par rapport à d'autres. La dissolution du Haut Conseil national du dialogue social, c'est une demande du secrétaire général du CUSEMS. Authentique, selon Dambot, cette institution a échoué dans sa mission et son budget pourrait servir aux autres secteurs. Dambot était l'invité de RFM Matin. Notre ferme conviction est que le Haut Conseil du dialogue social est passé à côté de sa mission. D'abord, la présidente du Haut Conseil du dialogue social fait dans la confusion entre les concepts. Donc, elle n'arrive pas à faire la dichotomie entre les négociations collectives et le dialogue social qui est par essence inclusif. Donc, depuis qu'on a institué cette structure, elle a du mal à prendre son envol. Donc, notre conviction est que pour ne pas gaspiller l'argent du contribuable sénégalais, cette institution qui s'appelle Haut Conseil du dialogue social doit être dissoute et que les fonds qui sont alloués à cette institution soient dépensés ailleurs parce que le Sénégal en a besoin. Donc, à l'heure du bilan, ils ont échoué et après l'échec, nous devons prendre nos responsabilités et dissoudre cette institution pour ne pas continuer à gaspiller l'argent du contribuable sénégalais. Est-ce vraiment la solution? Effectivement, parce que nous sommes convaincus que cette structure ne servira absolument à rien. Parce que le dialogue social doit être institué au niveau des entreprises. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller parce que dans tous les pays où l'employeur et l'employé discutent dans le cadre du comité d'entreprise ou dans le cadre des syndicats au niveau de l'entreprise, c'est dans ce cadre-là qu'ils trouvent des solutions pour asseoir la paix sociale. Donc aujourd'hui, le Sénégal voulait innover. Maintenant, l'innovation n'a pas été concluante parce qu'il n'y a aucun résultat probant qu'on peut mettre sur le dos du Haut Conseil du dialogue social. Donc, à mon humble avis, cette institution doit être dissoute dans les meilleurs délais. La présidente du Haut Conseil du dialogue social, Innocence Tap Ndiaye, que nous avons jointe, n'a pas voulu répondre à Dambot. Un ancien médiateur du processus de paix en Casamance appelle l'État à tout faire pour que les rapports entre les différentes factions du MFDC, le mouvement démocratique des forces casamançaises, soient beaucoup plus huilés. Shérif Dinoké Banding Aïdara au micro de Lamine Ba. Ce qui se révèle aujourd'hui n'est pas une surprise pour nous, parce que nous savons qu'il n'y a jamais eu de rencontre à la table de négociation. Quand il faut négocier, on amène cette table de négociation à des milliers de kilomètres de la plupart des acteurs de ce conflit, qui ne peuvent même pas s'y rendre. Mais quelle négociation y a-t-il? Mais au fond, le problème n'a pas été négocié. Le problème n'avance pas. Il y a un problème de règlement de compte dans la rébellion. On traite des autres comme des traites, on traite des autres comme des ceci, cela. Tout un tas de qualificatifs qui surgit à tout moment pour régler certains comptes. Il faudrait que l'État accepte au minimum d'intéresser les différentes branches, les différentes couches du MFDC. L'État leur facilite à se rencontrer. Ils n'ont plus les moyens. Il n'y a pas cette ferveur politique qui pourront les amener à s'entendre. Tous les leaders sont partis. Il ne reste que certains seulement qui ne peuvent plus rien dire. Que l'État les aide, l'aile politique puisse se rassembler. Comme en temps on le faisait, on les aidait à se rassembler en Gambie, on les aidait à se rassembler en Guinée-Bissau, pour qu'ils puissent parler le même langage et aller ensemble à la table de négociation avec. Mais tant qu'il n'y a pas cela, il n'y aura pas de solution. Nous interpellons l'État à prendre ses responsabilités, à savoir que c'est un problème sénégalais. C'est des Sénégalais qui ont eu des problèmes avec eux-mêmes et avec une partie du Sénégal. Et que l'État puisse nous permettre de les regrouper, de les rassembler, qu'ils discutent entre eux et qu'ils puissent trouver une solution. Le religieux s'exprimait en marge d'une cérémonie de prière à Niaguis. RFM. L'actualité internationale. Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Binta Diallo, bonjour à tous. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta s'exprime pour la première fois suite aux attaques meurtrières à Indélimane. Cette attaque et toutes celles qui l'ont précédée montrent la gravité de la situation que vit le Mali. Nous sommes en guerre, a déclaré le président malien hier à la télévision nationale. Ibrahim Boubacar Keïta veut changer de stratégie sur le terrain face à l'ennemi. L'ennemi, le groupe État islamique qui d'ailleurs a revendiqué cette attaque contre le camp militaire d'Indélimane.
Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, la guerre contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire du Mali, elle est mondiale. Il faut donc, conclut-il, mutualiser les forces et les efforts. Rappeler que 49 soldats ont péri dans cette attaque. C'est d'ailleurs une des plus grosses pertes de l'armée malienne depuis plusieurs années. Burkina Faso, la ville de Djibo, au bord de l'état de siège après l'assassinat de son maire. Le député maire se rendait à Ouagadougou lorsque son véhicule a été attaqué par des hommes armés. 3 autres passagers sont morts avec lui. Cette attaque a d'autant plus marqué la population qu'elle est survenue sur la dernière route qui relie Djibo au reste du pays. Une route relativement fréquentable, une situation encore inquiétante car depuis plusieurs mois, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes, attaques qui semblent obéir à un plan méthodique. Des axes stratégiques ont été détruits comme le pont de Bougouma, c'est toujours à Djibo. Et au Togo, des pirates qui ont pris d'assaut un navire pétrolier ont enlevé 4 membres de l'équipage. Le reste de l'équipage Binta et le navire sont maintenant en sécurité. Des tractations ont été engagées pour libérer les otages du Madiouf. Ce kidnapping survient quelques jours seulement après un enlèvement similaire dans les eaux du Bénin. La marine togolaise a déclaré que des assaillants armés sont montés à bord de l'Elka Aristote près du port de Lomé après avoir tiré et blessé l'agent de sécurité du navire. Selon une source, le reste de l'équipage et le navire sont en sécurité. Parmi les personnes enlevées figurent des ressortissants grecs, géorgiens et philippins. Des efforts sont faits afin de faire libérer le plus rapidement possible les otages. Samedi dernier, 9 membres d'équipage ont été enlevés sur un cargo battant pavillon norvégien à 15 km des côtes du Bénin. Douma Diouf, polémique au Tchad après les annonces sur le changement du code électoral. Les modifications Binta touchent particulièrement l'Assemblée nationale, notamment sur le nombre de députés qui vont siéger à la prochaine législature. Fatima Ali. Le cadre national de dialogue politique, CNDP, rejette l'adoption par le gouvernement d'un nouveau projet de code électoral. Dans un communiqué, le député Saleh Maki, un des signataires, estime que ce travail n'est pas issu du dialogue politique. La même source estime que l'opposition est vent debout parce que ce travail n'est pas un travail consensuel. C'est un texte du gouvernement, ça ne concerne que le gouvernement. Le CNDP est mis en place comme cadre du dialogue afin qu'il y ait consensus sur tous les sujets d'importance capitale. Or, le gouvernement est passé outre en prenant cette décision-là. Ce que l'opposition reproche au pouvoir, c'est d'avoir diminué le nombre de députés de 188 à 161, alors que la population a augmenté entre-temps. Saleh Maki ajoute, je cite, « Nous connaissons la configuration de notre pays. Nous ne voulons pas l'exclusion. La 3e législature est composée de 188 députés. Depuis lors, il y a eu augmentation de la population. Il est tout à fait normal qu'il y ait une augmentation du nombre de députés. » Fin de citation. Selon des sources, un travail interne au cadre de dialogue qui n'a pas été diffusé a préconisé un parlement avec 197 députés. Et ça, c'est une catastrophe qui se confirme. Barthélémy Ngom, les États-Unis qui officialisent leur sortie de l'accord de Paris sur le climat. La lettre de sortie a été adressée à l'ONU hier, était attendue depuis 2017. Elle ne pouvait pas être envoyée plus tôt car aucun pays ne peut sortir de l'accord avant le 3e anniversaire de son entrée en vigueur le 4 novembre 2019, c'est-à-dire lundi hier. Rappelez que Donald Trump avait annoncé son intention de se désengager de cet accord qui vise notamment à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le retrait des États-Unis sera effectif 1 an après la notification en clair le 4 novembre 2020 au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Les États-Unis sont le seul pays à s'être désengagé, en tout cas jusque-là, du texte signé par 197 pays. Binta Diallo. Un tour d'horizon de l'actualité internationale bien fourni. Merci beaucoup, Barthélémy Ngom. Dans un instant, Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Le dialogue national et les blocages notés pour son démarrage. On en parle d'un point de vue. Ce sera avec Waljo Ndiaye, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections, et Serine Saliou Gueye, journaliste et analyste politique.
Les sports, c'est avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Binta Diallo. Ballon d'or sénégalais, Sadio Mané encore au Zénith. L'attaquant de Liverpool se succède à lui-même. L'Association nationale de la presse sportive en a décidé ainsi ce matin au cours de sa traditionnelle cérémonie de dépouillement. C'était dans les locaux d'Imédia. Meilleur footballeur local, Jean-Louis Barthélémy Diouf. Modulo, meilleur lutteur avec frappe. Lutte sans frappe, c'est Mohamed Bayo, dit Général Malika, qui a été désigné en direct dans ce journal. Sodetiam, Sodo, bonjour. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Alors, Soda, est-ce que vous pouvez revenir en détail, disons, sur ce sacre des sportifs sénégalais qui sont le plus illustrés durant cette année? Effectivement, cher. Donc, nous allons démarrer avec le titre de Ballon d'or sénégalais qui s'appelle désormais Trophée Jules François Bocandé. Vous l'avez dit, c'est Sadio Mané qui vient de le remporter avec 290 voix. Et c'est pour la 6e fois d'affilée, juste après Sadio Mané. Nous avons Kalidou Koulibaly qui a obtenu 133 voix. Et puis Gana Gueye avec 20 voix. Pour le football local qui s'appelle désormais Prix Ibrahim Koulibaly, vous l'avez dit aussi, c'est Jean-Louis Barthélémy Diouf qui a remporté ce prix avec 221 voix. Et puis Moussa Ndiaye, 155 voix. Troisième position, Youssouf Badji avec 37 voix. Du côté de la lutte sans frappe, nous avons Mohamed Bayo qui remporte ce titre du général Malika de l'écurie Malika Mbolo avec 201 voix. Mamadou Faïdi, ordinateur, prend la deuxième place avec 86 voix. Et puis Regrec Omar Khan, 69 voix pour le trophée de lutte avec frappe qui s'appelle désormais Prix Abdourahmane Ndiaye Falang. C'est Modulo qui remporte ce prix avec 240 voix, suivi de Balagay 2 avec 119 voix, et puis Regrec en troisième position avec 69 voix, cher Tidiane. Et pour terminer, le trophée de meilleur sportif de l'année, cher Tidiane, nous avons pour ce prix qui s'appelle désormais Prix Amadou Diaba, médaillé olympique. Donc c'est Mbagnick Ndiaye, judo plus 100 kilos, médaillé d'or aux Jeux africains, champion d'Afrique, qui remporte ce prix avec 237 voix, suivi de Adama Diatta de la lutte olympique, champion d'Afrique, avec 93 voix. Et en troisième position, nous avons l'équipe nationale féminine de basketball, cher Tidiane Diaye. Donc pour dire que aussi, je pense que le président, on aura l'occasion d'entendre le président qui va revenir sur ces changements apportés pour cette 14e édition et rappeler juste que le gala de l'ANPS édition 2019 va se tenir au musée des civilisations noires le 7 décembre prochain. Voilà, merci à vous Sodetiam Bita. Génération Foot à présent cher qui joue sa survie en Afrique. Battu à domicile 1-0 par SCA, les Grenats vont tenter de renverser la tendance à Cotonou lors du dernier match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Il n'y a plus d'issue, avance le chargé de communication de GF. Il faudra se qualifier avant Stalafal. On l'écoute. Le groupe vit bien actuellement. Les garçons sont très conscients de l'enjeu sportif parce qu'ils nous doivent cette qualification. D'autant plus qu'après le match qu'ils ont fourni contre les Zamalek au Caire et la défaite à Thiès, je pense qu'il y a un fossé. Et j'espère qu'ils vont avoir le sursaut d'orgueil qui doit faire la différence dans ce genre de match pour se ressaisir et montrer quand même que c'était un faux pas et que rien n'est perdu et qu'en football, c'est surtout dans l'attitude, dans l'engagement, dans le comportement sur le terrain que se fait la différence. Et je pense qu'ils ont à l'esprit au moins de pouvoir se qualifier et de relever le défi qui est de mettre le Sénégal au moins dans les grandes nations du football africain, parce que ce serait dommage quand même de rater ce rendez-vous-là. Et ils en ont les moyens, ils sont capables de faire des matchs quand même de haute facture.
Et pour ça, je pense quand même qu'ils vont se bouger un peu et nous apporter au moins une qualification. Début cet après-midi des huitièmes de finale de la Coupe du Monde cadette. Le Nigeria, 5 fois détenteur du trophée, croise à 23h les Pays-Bas pour les huitièmes de finale. Mais avant cela, 19h, l'Angola, autre représentant de l'Afrique dans ce mondial, s'oppose à la République de Corée. Demain mercredi 19h30, le Sénégal, qui a perdu en cours de tournoi son portier titulaire Ousmane Ba et un joueur de champ, Thibaut Aubertin, fait face à l'Espagne à la même heure. Le Japon défie le Mexique, 23h, le pays hôte, le Brésil, se frotte au Chili, 23h toujours ce mercredi, France contre Australie. Ligue européenne des champions pour terminer. Dans le groupe F plutôt, Dortmund, Inter de Milan est prévu à 20h, mais déjà à 17h55, l'FC Barça reçoit le Slavia Prague. L'FC Barcelone qui est en tête de son groupe avec 7 points, suivi de l'Inter de Milan, 4 points. Dortmund est troisième avec 4 points. Slavia Prague est dernier au classement avec un petit pointé. Et puis dans le groupe G, Zenit Saint-Pétersbourg acquiert Red Bull Leipzig de l'Allemagne. Ce sera à partir de 17h55. Lyon-Benfica est prévu à 20h. Leipzig est 6 points plutôt, est en tête de ce groupe G. Le Zenit Saint-Pétersbourg est situé à la deuxième place avec 4 points, le même nombre de points que Lyon de la France. Benfica du Portugal est à la dernière place avec 3 points. Dans le groupe H, Valence-Lille est prévu à 20h. Chelsea-Ajax-Amsterdam à la même heure. Chelsea en tête de ce groupe H, le même nombre de points qu'Ajax, 6 points chacun. Valence est troisième avec 4 points. Et puis Lille qui occupe la dernière place au classement avec 1 point. On gagne le verrage de -4. Merci beaucoup, cher Tidjane Diagne. Merci, Binta. RFM, partout, tout le temps. En route vers le Maoulid, nous nous intéressons aujourd'hui à la Zawiya Seydi El Hadj Malick Sy de Dakar, un lieu de prière mais aussi de recueillement pour beaucoup de fidèles tidjanes. Pour eux, c'est plus qu'une petite mosquée mais un lieu où les prières sont exaucées. Nafissatou Silla nous parle de cet édifice centenaire. Calme, sérénité et renforcement de la foi ou même de la sécurité, c'est ce que viennent chercher de nombreux fidèles ici. Nous sommes à la Zawiya Seydi El Hadj Malick Sy à Dakar sur l'avenue Lamine Gueye. Et ceci est le principe de cet édifice, nous dit le vieux Adama Bey, le gardien de ce temple âgé de plus de 80 ans. On vient ici chercher une sécurité dans la foi, c'est l'essence même. On trouve de la protection ici et on y récite constamment le Coran. La Zawiya représente beaucoup de choses pour les disciples tidjanes qui s'impliquent dans la vie de cette mosquée autant qu'ils le peuvent, à l'image de Adja Ramatoulaye Faye, un peu plus de la cinquantaine. Les femmes s'impliquent aussi comme les hommes. On assiste à tout. On s'investit aussi dans la bonne marche du bâtiment. Je fais partie du bureau. On nettoie tous les jeudis comme il le faut. La fidèle tidjane fréquente cette Zawiya depuis plus de 20 ans. Moi, je passe plus de temps ici que chez moi à Mbao. Cela fait plus de 20 ans et quand je suis là, c'est comme si je suis en transe. Pour Cheikh Fall, commerçant à Touba Sandaga, en plus d'être un lieu sacré, c'est un repère. Moi, je donne toujours rendez-vous ici et cela me fait énormément plaisir. C'est un repère pour moi et un repère pour la religion. Ce vieux commerçant, tous les jours à 10h, vient s'y recueillir et accomplir des prières surrogatoires. Ici, tous nos souhaits sont exaucés et toutes les prières de la matinée, je les fais ici. Et je souhaite jusqu'à ma mort prier ici, les prières surrogatoires de la matinée. C'est en 1905 que la Zawiya a été érigée. Il en existe 3 autres dans le pays, à Tivaouane, Saint-Louis et Mbour. Présentement, celle de Dakar accueille la prière de vendredi pour une durée de 11 mois, le temps de rénover la grande mosquée de Rawane à la rue Carnot. Alors, le dialogue national, depuis son lancement et qui tarde à se relancer, quelle explication faut-il en faire, Waljojo Ndiaye? Merci beaucoup. Je pense que sur cette question globalement, on a mis les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire, par rapport au dialogue national, nous savons tous qu'au départ, on parlait de cadre de concertation politique avec un focus essentiel sur les élections. Ensuite, maintenant, quand le président a convoqué le dialogue national, il a fallu revoir les choses en l'état, avec aussi la demande pressante de l'opposition
qui disait qu'il fallait une commission cellulaire, ce qui a été pris par consensus des différents acteurs. On a mis en place une commission cellulaire. Et cette commission cellulaire-là, finalement, même s'il pilote le dialogue politique, s'est transformée globalement en commission politique arrimée au dialogue national. Et depuis lors, maintenant, pourquoi le dialogue national n'avance pas? Et il n'y a qu'une seule de ces commissions qui avance, qui travaille dans les faits. C'est que le dialogue national, il y a une exigence de M. Famara Ibrahim Sagna qui a été nommé d'être installé. Voilà, du coup, maintenant... Quelle est cette exigence de Famara Sagna? Je l'ai dit tout à l'heure, d'être installé officiellement dans ses fonctions de président du comité de pilotage. Et ce qui n'a pas été fait. Et du coup, comme aujourd'hui, nous travaillons sous la tutelle du dialogue national, au niveau de la commission politique, toutes les décisions prises sont du coup bloquées parce qu'il n'y a pas un acte qui est pris allant dans le sens d'opérationnaliser les décisions que nous arrêterons au niveau de la commission politique. Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui se cacherait derrière Serigne Saliou Gueye, parce que depuis son installation ou bien sa nomination le 15 juillet dernier, jusqu'à présent, on tarde à installer Famara Ibrahim Sagna. Oui, bonjour aussi à Waljojo. Bon, heureusement que dans l'intervention de Waljojo, je l'ai entendu dire qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Donc, ce qui signifie au moins que lui, il reconnaît que leur part de responsabilité dans le blocage du dialogue national. Vous savez, moi, en réalité, Bintou, ce dialogue national, je n'y ai jamais cru depuis le départ. Pourquoi? Je me disais, non, depuis le départ, je n'y ai jamais cru parce que je dis qu'aujourd'hui, le Sénégal, à l'heure où nous en sommes vraiment aujourd'hui au Sénégal, depuis 1992, il y a toujours eu le dialogue national. Donc, je me disais en réalité quelle était vraiment l'utilité de ce dialogue national, dans la mesure où je crois que tous les problèmes politiques, les gens en ont déjà parlé bien avant les élections. Bon, quand le président de la République a institué le dialogue national, bon, et en réalité, peut-être ce n'est que le dialogue politique parce que les autres commissions, je crois, ne fonctionnent pas encore. Et qu'aujourd'hui, j'entends les gens dire que M. Famara Ibrahim Sagna ne veut pas du tout, en tout cas, n'a signé aucun acte administratif venant bien sûr de la commission cellulaire du dialogue national, parce que tout simplement, il n'a pas encore été installé. Moi, je me pose la question de qui se moque-t-on? Parce qu'en réalité, il y a un décret qu'il a déjà nommé. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous entendons par l'installation officielle? Si c'est par rapport au fonds qu'on doit dégager, parce que ça, je l'ai entendu aussi. Oui, parce qu'on avait entendu le ministre de l'Intérieur le dire ici dans RFM Matin, qu'il faut l'installer, qu'il faut qu'il y ait un siège, qu'il faut un fonds de roulement et tout. Mais vous savez, Bintou, tout ça, pour moi, ce sont des manœuvres dilatoires de la part vraiment du pouvoir. Pourquoi manœuvrer, justement? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Non, c'est des manœuvres dilatoires, parce que regardez aujourd'hui, là où nous en sommes avec le report encore des élections locales. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a annexé le report du dialogue, des élections locales, bien sûr, au déroulement du dialogue national. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y a aujourd'hui des questions qui se traitent, ayant trait, bien sûr, à l'organisation des élections locales, que l'on doit traiter au niveau même du dialogue national. Absolument. Ce qui veut dire que le pouvoir ici trouve au moins une astuce pour pouvoir gagner du temps et peut-être essayer de voir si, en réalité, il ne va pas dans le sens d'organiser simultanément les élections locales, bien sûr, aux élections législatives. Mais justement, il faut s'attendre à ça. Ah oui, vous l'avez dit. Est-ce que Waljojo Ndiaye, ce qui veut dire donc que le non-démarrage du dialogue national peut impacter de façon négative sur la tenue des élections locales? Binta, permets-moi juste de rappeler des faits chronologiques qui me semblent extrêmement importants. Oui. C'est-à-dire, dans cette affaire-là, aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, il y a du dilatoire. Oui. Parce que le premier acte qui a été posé dans la foulée, c'est-à-dire quand le président de la République a pris un décret fixant les élections locales au 1er décembre 2019, au lendemain, après, quand il a été réélu, chronologiquement, quand il a été réélu au mois de mars avec les résultats définitifs publiés par le Conseil constitutionnel, dans une de ses premières sorties, le président de la République a dit qu'il était prêt au dialogue, qu'il était ouvert même à reporter les élections locales. Les archives sont là. Et depuis lors, nous avons noté une inertie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a une inertie
de l'administration électorale pour poser le premier acte allant dans le sens de la révision exceptionnelle des listes électorales pour pouvoir tenir les élections locales au 1er décembre 2019. Ça, c'est un. On a traîné jusqu'au mois de juin, voire juillet. Et de fait, on était obligé de reporter parce qu'un chronogramme électoral obéit à un timing. Donc, il fallait acter un report. Et maintenant, quand il a été reporté les élections locales au mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Nous avons toujours exigé au niveau du dialogue politique en disant très clairement qu'on ne peut pas acter. Nous sommes totalement contre toute forme de report sans encadrement. Vous savez qu'au Sénégal, depuis 1984, jamais les élections locales ne se sont tenues à date échue. Et il y a un manque de respect total des autorités. Depuis Abdou Diouf à Macky Sall, des élections locales, et quand il parle de décentralisation, ça pose un problème. Parce que, en fait, au moins, ils font un effort pour respecter le calendrier parce qu'il y a la pression des populations, etc., de l'élection présidentielle, accessoirement les élections législatives. Mais les élections locales, pratiquement, on les fixe quand on veut. Et en parlant toujours de principe, ce qui est dangereux aujourd'hui, par exemple, si on laisse passer cette chose qui est en déphasage total avec les textes juridiques qui encadrent les élections, constitution, code électoral, code des collectivités locales, qu'est-ce que ça va produire? Demain, on reporte comme ça, sans fixer de date. Mais justement, les populations ont élu des mandats pour une durée déterminée. Absolument. Et les politiques se décident souverainement d'augmenter de manière à l'infini, signer leur propre mandat à l'infini. Mais est-ce que justement, pour ne pas cautionner... Ça peut toucher les députés, oui. Ça peut toucher les députés. Oui, tous les élus. On va revenir nous dire que les élus, pour des questions de dialogue, etc., on va pousser les élections législatives à 2024, etc., etc. Vous voyez ce que ça veut dire? Il faut quand on veut être... En tout cas, la majorité n'a pas cautionné le fait que vous soyez sortis pour demander la tenue des locales. On a entendu quelqu'un de la majorité le dire tout tantôt dans le journal et qu'ils vous attendent au sein même du dialogue politique et ils vont vous mettre devant vos responsabilités. Ce n'est pas à lui de nous mettre devant nos responsabilités. Parce que lui, quand il parle, nous, quand on s'engageait dans cette voie-là de travailler aux côtés des populations, lui, il était dans des positions et des postures partisanes. Le problème de fond, ce n'est pas la sortie de politique qui cherche à gérer des intérêts factuels. Nous parlons pour les populations et nous nous engageons aux côtés des populations. Donc ça, nous aimons guère, c'est sortir teintées de menaces, etc. Ce n'est pas ça le problème de fond. Le problème, nous sommes adossés sur des principes et nous nous battons sur des principes pour préserver la légitimité de ceux qui sont élus tels que le veulent les populations sénégalaises. Oui, merci. C'est ça le problème. Oui, on va vous retrouver dans un instant, Waljojo, le temps de terminer avec Serine Saliou. Serine Saliou, on a vu qu'un le Famara Sagna, quand même, qui s'est emmuré dans un silence qui est à la limite assourdissant. Est-ce que ce dialogue national a finalement sa raison d'être? Moi, depuis le début, j'ai toujours eu une conviction par rapport à ce dialogue national. J'avais dit tout simplement que c'était une manœuvre qui permettait au pouvoir en place d'user d'un certain dilatoire, peut-être pour reporter à nouveau les élections locales. Malheureusement, moi, je flétris la naïveté et l'amateurisme avec lequel la société civile et les membres de l'opposition, quand même, ont accepté de venir siéger à un dialogue national sans pour autant avoir un timing précis. Parce que je ne peux pas comprendre, avec un travail pareil, qui demande un planning, au moins un bon planning, parce qu'un planning vous permet de ne pas dépasser le temps alloué au moins à chaque tâche. Mais aujourd'hui, voilà que nous avons fait encore aujourd'hui 5 mois, c'est comme si c'était un coup d'épée dans l'eau. Et quand j'entends par exemple Moundiaye Cissé dire que déjà ça fait 5 mois, bon, on se pose même la question sur les ressources qui ont allouées et le temps aussi que cela va durer. Je dis que voilà des gens qui sont engagés dans un travail sans pour autant avoir même un planning de travail. Parce que si au départ, on avait mis tout en place, les fonds, le temps pendant lequel, la durée aussi de chaque tâche,
En ce moment-là, je crois qu'on n'en serait pas aujourd'hui à dire que réellement il y a un blocage au niveau du dialogue. Et ça frise l'amateurisme. Non, c'est de l'amateurisme pur et dur et aussi c'est de la naïveté. Voilà. Donc moi, je dénonce même une certaine forme de complicité de cette opposition-là et de la société civile, bien sûr au report des locales. Parce que vous savez, le pouvoir, il est toujours il a toujours son agenda. Et je crois que l'agenda du président de la République, tout le monde le connaît, c'est le fait de vouloir aujourd'hui organiser simultanément les élections locales avec les élections législatives. Je crois qu'aujourd'hui, l'opposition et la société civile sont en train malheureusement de prêter le flanc et je crois que ceci est tout bénéfique pour le pouvoir en place. Merci.